Je crois qu'on change son regard parce qu'on a atteint la date de péremption de celui qui nous servait de viatique jusqu'ici. On atteint tous notre seuil de péteur à un moment donné, notre seuil d'incompétence. Et que moi, j'ai sauté du train en marche, le train de la performance, de l'entreprise. J'étais programmé pour être dans cet univers-là. Et puis un jour, plutôt peut-être que mes clients, mais pas plus avancé qu'eux, j'ai été confronté au néant, enfin à l'absurdité de cette quête de performance. Voilà. Donc du coup, c'est comme un upgrade d'un logiciel. Il y a un moment donné, il faut passer à une autre version. Voilà, on change son regard pour continuer à vivre, tout simplement, parce que je pense que plus on a de concepts pour comprendre le monde, pour comprendre son monde, plus on est libre. Et donc, changer de regard, c'est avoir un regard plus vaste. Changer de regard pour avoir un regard plus étroit, c'est le chemin des obscurantismes. C'est le chemin de toutes les idéologies absolutistes, de toutes les propagandes, de toutes les religions, même la religion matérialiste. Changer son regard, c'est élargir son regard, c'est-à-dire découvrir que le regard que j'avais jusqu'ici était faux. Moi, je crois que c'est plutôt dans l'effondrement que ça passe. Ma croyance, c'est que les civilisations changent de regard quand elles s'effondrent, quand elles meurent. Donc aujourd'hui, on est à la fin d'un système utilitariste, et on est en train de voir émerger un nouveau regard. Alors comment changer de regard? Je serais bien normal de vous répondre de façon générique. Je peux vous dire comment moi j'ai changé de regard. Moi, j'ai toujours été hanté par une question, c'est celle de la reproduction. J'étais né pour reproduire un schéma familial, j'étais né pour reproduire un schéma psychologique, de souffrance, de violence symbolique, de peur. Et je me suis dit, il doit y avoir un autre chemin possible. C'est pas possible qu'on soit dans la répétition psychique, la répétition sociale, ce qu'on appelle la reproduction sociale avec Bourdieu, mais aussi la répétition transgénérationnelle. Et je crois que le coaching, c'est une des méthodes pour cesser de reproduire à l'infini le même schéma, pour arrêter d'être dans un disque rayé. Parce qu'on est tous sur des disques rayés, on passe notre temps à rejouer toujours la même blessure. Donc, pour ce qui me concerne, ça a été une blessure de séparation. À un moment donné, c'était trop douloureux d'affronter toujours la même mécanique de souffrance, quoi, de toujours rejouer le sentiment d'étrangeté au monde, le sentiment de ne pas être à ma place. Moi, ma répétition, c'était d'être un bon élève. Je suis un ancien enfant doué, c'est pour ça que j'aime coacher les enfants doués. Donc, mon refuge, c'était de travailler. Et donc, j'ai connu des moments d'épuisement de cette logique-là, dans le corps, dans le mental. Donc, il m'a bien fallu aller chercher ailleurs, vous savez. Je crois que certains vont chercher au bout du monde, dans des voyages, la clé, la réponse. Parfois, ils la trouvent, mais en fait, ils la retrouvent seuls avec eux-mêmes. C'est dans la solitude qu'on rencontre ça. D'autres vont chercher ça dans des formes d'extase, dans des formes d'ivresse. Il y a plein de chemins pour aller à la rencontre de sa limite. Donc c'est se coltiner la limite du système dans lequel on a grandi et découvrir qu'il y a une autre façon de voir le monde. C'est mystérieux. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelque chose qui met sur notre route des obstacles qui sont comme des bonbons de Noël avec des papillotes. C'est-à-dire derrière l'obstacle, derrière la grenade, il y a en fait un bouquet de fleurs. Mais il ne faut pas se faire exploser avec la grenade. C'est ça qui est difficile. Ben, c'est une bonne remarque. C'est la même question que la question de la réussite d'un coaching. Qui peut dire à quel moment le coaching a réussi ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai des clients qui ont besoin de
jeter contre la clôture électrifiée pour sentir que ça fait mal. Et pour un jour arrêter, peut-être. Mais tout est dans le peut-être. Donc peut-être que vous avez raison et que parfois il faut accepter l'explosion. Ce que je voulais dire, c'était d'arrêter l'automutilation. Ça, je crois que c'est la grenade la pire qui nous soit donnée, c'est-à-dire de s'infliger toujours la même blessure au même endroit. Et ça, c'est, vu de ma fenêtre, c'est quand même 99% de ce qu'on fait. C'est ce que j'allais dire, enfin c'est un lâcher-prise de conscience, on pourrait presque dire. C'est se déprendre de la mécanique du mental. C'est de poser son cerveau sur la cheminée. C'est de se mettre dans un état de conscience où on se voit agir. On dit mais arrête, arrête. Mais moi, il m'a fallu 45 ans pour être un tout petit peu moins en retard sur mes émotions funestes. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être un peu moins agi. Et j'ai pas fini. Donc c'est sans arrêt aller à la rencontre de ces émotions, aller à la rencontre de ces routines mentales. Vous voyez, tiens, à chaque fois que tel événement arrive, je me mets en colère. Tiens, qu'est-ce que je rejoue là? Qu'est-ce que j'inflige à mes enfants de ce que j'ai subi? Je crois que notre plus grande pente, c'est d'infliger aux autres ce qu'on a subi. Et que le coaching, c'est un des moyens, à côté de la thérapie, à côté du développement spirituel, à côté sans doute de certaines formes d'état de conscience amplifié plus New Age, c'est un des moyens d'interrompre ce cycle morbide dans lequel j'inflige aux autres ce que j'ai subi. Non, tous les enfants abusés ne deviendront pas des parents abusifs. Par contre, probablement que tous les parents abusifs sont d'anciens enfants abusés. Et que c'est dans cet entre-deux-là qu'il y a la possibilité d'un libre arbitre, je crois. Alors en entreprise, c'est plus prosaïque que ça. C'est à quelles conditions je vais prendre soin de mes collaborateurs, même si moi, j'ai galéré pour arriver là où j'en suis. Vous voyez, sortir de mécaniques de cruauté, sortir de mécanismes cyniques. Tous les cyniques sont d'anciens idéalistes, sans exception. Mon expérience, c'est ça. Empiriquement, on rencontre beaucoup de dirigeants cyniques. Vous voyez, qui sont dans « prends l'oseille et tire-toi » ou qui ont clivé complètement leur vie perso et leur vie professionnelle. C'est un des grands classiques, ça. Ah mais moi, je suis pas le même à la maison. Je crois pas une seconde à ça. Je pense qu'on est exactement identiques dans tous les espaces de nos vies. Et que la prise de conscience que je suis peut-être la même personne. J'avais un client comme ça, à la première séance, c'était le gendre idéal. Et il me dit comme ça, vous savez, moi, il y a une chose dont je suis fier dans ma vie, Thierry. C'est que je pense être un père modèle. Je dis, ah bon? Je pose mon stylo, je le fais répéter. Parce que la croyance était forte. C'était dit au premier degré. Ah oui, je pense être un père parfait. Et je l'ai revu la semaine dernière, ça fait plusieurs mois qu'on travaille ensemble. On a été à la rencontre de plein de choses qu'il s'agit juste d'embrasser, quoi. Qu'il s'agit juste de reconnaître, de dire tiens, à cet endroit-là, je suis bien plus exigeant que je pensais et bien plus violent que je pensais. Et de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Et il m'a dit, vous savez Thierry, une des grandes découvertes de ces dernières années, c'est de me rendre compte que plus j'avance, plus je prends conscience de mes erreurs et de choses que j'inflige à mes enfants. J'étais très touché qu'ils le disent, vous voyez. Je ne sais pas s'il faisait le lien avec sa première formulation. Voilà, donc le chemin vers soi passe par l'autre, mais le chemin vers soi passe aussi par la conscience que on peut se perdre en chemin et que c'est pas grave. Que à tout instant, je peux faire surgir ce qu'il y a de pire en moi ou ce qu'il y a de meilleur en moi. C'est ça, pour moi, le chemin. Moi, je crois qu'il y a deux chemins, enfin, il y a deux choses très simples. C'est la gratitude et le pardon. C'est-à-dire de se pardonner inconditionnellement ou de demander pardon, de vraiment faire un chemin d'inclinaison et de la gratitude. Merci de me permettre de prendre conscience, parce que plus je suis en conscience, encore une fois, moins je suis agi. Je crois que le chemin de la liberté, c'est un chemin de conscience, d'être le plus en conscience possible. Plus je me laisse vivre, plus je suis habité par ces toutes petites choses en moi qui rejoint quelque chose de très grand. Donc c'est difficile d'en parler, je ne sais pas mettre des mots sur ces choses-là. Je crois que c'est être
en vie à chaque instant. Être en vie, c'est être en conscience de l'air qui rentre et qui sort de nos poumons, par exemple. Être en vie, c'est voir circuler la bienveillance malgré nous. On fait beaucoup plus d'efforts pour empêcher la bienveillance en entreprise que pour la laisser circuler. C'est comme le sourire sur notre visage. Le mouvement naturel de nos muscles, c'est de sourire. C'est pas de faire la gueule, et pourtant on fait la gueule. C'est d'arrêter de communiquer sur nos smartphones et de voir la personne qui est en face de nous. Je suis frappé des comportements sociaux induits par les smartphones dans les lieux publics, qui ont plus grand chose de public, dans les restaurants. Le nombre de couples au restaurant, de familles au restaurant, qui mangent les yeux sur leur smartphone, sur Candy Crush, à table. Ça, c'est quelque chose qui me fait très peur. Je disais tout à l'heure que j'avais pas peur d'avoir peur. J'ai quand même très peur des usages des nouvelles technologies, de ce qu'on peut en faire. Je pense que la prochaine barbarie viendra des nouvelles technologies. Elle ne viendra pas d'ailleurs. Elle viendra de ces objets qu'on a invités dans nos vies les plus intimes et qui demain pourront gouverner nos vies si on les laisse faire. Elles sauront tout de nous. Le big data peut tout faire, tout savoir sur notre vie, beaucoup plus que l'État, en nous réduisant à des êtres qui consomment. Donc je crois qu'on peut prendre le maquis. La première liberté, c'est d'éteindre son smartphone, c'est d'éteindre son Wi-Fi, c'est de se remettre à se regarder dans les yeux, vous voyez, d'être présent. Alors le paradoxe, c'est que cette vidéo va être vue à travers des objets technologiques. Donc, moi, mon espoir, c'est qu'il y ait quelque chose qui circule au-delà des mégaoctets, en deçà des mégaoctets, de l'ordre de la rencontre, de la possibilité de se dire, je vais éteindre mon téléphone portable, je vais éteindre l'ordinateur sur lequel je visionne cette vidéo, et il va en rester quelque chose de l'ordre de la présence. Sinon, ça ne sert à rien. On se consume en consommant de la vidéo. On perd son temps. La méditation rentre à l'école, notamment par le mindfulness. La relaxation aussi. Toutes les pratiques de l'être, toutes les pratiques du corps rentrent à l'école. C'est une bonne nouvelle. Le coaching rentre un peu dans le monde scolaire aussi. On parle de coaching scolaire, d'accompagnement des projets des jeunes qui ont besoin de sens, pas juste d'apprendre du savoir. En même temps, ça peut être aussi dangereux. On peut instrumenter toutes ces pratiques dans un formatage. Pour moi, l'éducation, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est réhabiliter la notion de transmission. Qu'est-ce qu'on transmet? Je crois qu'on transmet un lien. On transmet un respect de la vie. On transmet un respect de soi. On transmet l'écoute de notre intériorité. Et la chose la plus importante que moi je crois qu'on apprend à Paris 2, c'est d'avoir conscience de ses projections. Voilà. S'il y a quelque chose à retenir en coaching, c'est je passe ma vie à projeter. Je passe ma vie à voir chez l'autre ce que je ne vois pas chez moi. Voilà. Vous allez me dire, avec ça, on n'est pas coach? Non, mais avec ça, on est déjà un peu plus lucide. Si l'école pouvait nous apprendre à moins projeter, à moins fabriquer de l'idéologie, ça serait bien. On est très loin de Rabelais, à mon avis. On est vraiment dans des têtes bien pleines, de plus en plus pleines. Je trouve que les enfants savent de plus en plus de choses, enfin de moins en moins de choses sur de plus en plus de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'école, c'est aussi un espace pour apprendre à s'intérioriser. Bon, ça, c'est une première chose. Donc qu'est-ce qu'on transmet? La deuxième chose, c'est apprendre à désapprendre. C'est cette histoire de la projection, c'est désapprendre nos stéréotypes, désapprendre nos préjugés, désapprendre nos héritages transgénérationnels, mais aussi génétiques, mais aussi sociaux, religieux, de s'émanciper de tout ce qui nous a fabriqués. C'est aussi désapprendre de ce pourquoi on est programmé. Je parlais tout à l'heure de la reproduction. Bon, est-ce que l'école est une institution de reproduction? Ou est-ce qu'elle pourrait être autre chose que ça? Je ne suis pas très optimiste. Je crois à l'école buissonnière. En même temps, je pense qu'une des métaphores du coaching, c'est de mettre de l'ordre dans sa vie. Et que c'est normal aussi de rencontrer la limite, de rencontrer la discipline. L'école, c'est aussi un espace de socialisation. L'école à la maison, c'est intéressant. Toutes les méthodes inspirées de Montessori, de créativité, c'est intéressant. Les expériences montrent que ça ne facilite pas forcément
le retour au réel, entre guillemets, pour certains enfants. Vous parliez des enfants autistes. Je crois qu'on a besoin d'être accompagné. La fonction de l'école, c'est aussi de donner un cadre. Donc, apprendre à devenir adulte, apprendre à voir qu'il y a des limites à mes désirs, apprendre que l'autre est différent. Et puis enfin, je crois que l'espace de l'éducation, c'est un espace initiatique, c'est-à-dire rencontrer sa vocation. Je crois qu'on a tous une vocation, Jean-Pierre, tous. Et que probablement notre vocation, c'est de rencontrer notre vocation. De façon un peu tautologique, je crois qu'on peut dire ça. C'est pas devenir pompier ou maîtresse d'école, mais la vocation, c'est d'être aligné avec la vibration de ce pourquoi on est là, vous voyez, c'est de laisser exprimer cette inspiration, ce talent que chacun a en soi, qui je pense est très différent d'un être à l'autre. L'école peut révéler ça. L'école, à l'époque de Socrate, révélait ça. C'est plutôt un apprentissage de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Donc c'est plus connaître que savoir. Naître ensemble. Moi, je suis un pur produit de l'institution école républicaine, classe préparatoire, grande école, doctorat. J'ai continué, j'étais un éternel étudiant, habilitation à diriger des recherches. J'ai jamais quitté l'école, moi. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui m'ont fait franchir des étapes que j'aurais pas franchies tout seul. L'école est un espace d'initiation pour autant qu'il y a la rencontre entre un maître et un élève. Moi, j'étais un très bon élève, tous les sens du terme, et donc du coup très meurtri, parce que je pense que les très bons élèves se réfugient dans l'apprentissage intellectuel, parce qu'il y a des blessures. S'il n'y avait que l'école, j'aurais été probablement comme certains de mes clients, c'est-à-dire un bon soldat. C'est le fait d'être descendu du train en marche qui m'a guéri, c'est-à-dire moi j'ai été malade le jour du bac en maths à l'infirmerie, j'avais des attaques de panique, j'étais malade le jour d'un de mes oraux à HEC, vous voyez, donc j'ai eu plein de signaux comme ça, de crise de panique, de peur de réussir. J'avais très très peur de réussir. Et du coup mon métier c'est d'apprendre aux autres à échouer. C'est-à-dire que j'ai découvert qu'il n'y avait pas mort d'homme, et que dans ces petites crises-là, c'était juste l'ego qui s'effondrait, que c'était pas très grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Que derrière la compétition pour les places, derrière l'ambition d'avoir, il y a quelque chose qu'on occulte, c'est l'aspiration d'être. En fait, c'est la partie de moi qui avait juste trop d'adrénaline, trop de contraintes, trop d'enjeux, il y avait trop de contrats sur ma tête pour être un bon élève. Et donc, il a fallu que je me déprenne de ces comportements de premier de la classe, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup de compassion pour les clients premier de la classe. Parce que je sais que c'est souvent des réfugiés poétiques, dans la poésie du monde, quoi, dans la poésie de l'intelligence. Donc, non, c'est pas l'école qui... L'école a failli me tuer, et en même temps, il y a certains maîtres qui ont failli me sauver. Mais on se sauve tout seul, toujours, on est en chemin. Ah, je crois que il y a un acte qui doit venir de soi. Ça ne veut pas dire que on est propriétaire du souffle de vie qui circule en nous. Ça ne veut pas dire qu'on se réduit à notre corps physique. Mais il y a quand même un acte de dire, est-ce que j'ai envie d'aller bien ou est-ce que j'ai envie de continuer à aller mal? Et ça, je pense qu'on retrouve ça dans toutes les disciplines de l'être. Est-ce que j'ai envie de mettre de l'ordre dans ma vie ou est-ce que j'ai envie de continuer à vivre dans une confusion, dans une inconscience? Et ça, je trouve que c'est un choix qu'on a à plein de moments dans la vie.